Bonjour, aujourd'hui nous vous proposons un podcast un peu particulier. Les Déviations se sont associées à Face to Face, qui organise des événements mode autour de jeunes créateurs qui défendent des valeurs singulières et humaines. Autour de cette table ronde, des femmes inspirantes au parcours souvent complexe vont nous parler de quête de sens, de reconversion professionnelle, de la façon dont elles ont, ou pas, trouvé leur chemin, leurs convictions. Je suis donc ravie de pouvoir discuter aujourd'hui grâce à Mariana, la fondatrice de Face to Face, avec Fiona Schmidt, journaliste, Charlotte Husson, créatrice de mode, Christelle Delarue, fondatrice de l'agence de pub féministe Mad & Woman, Laura Jane Gauthier, journaliste et conférencière chez Switch Collective, Karine Piotro, responsable carrière à l'IFM, Amélie Delacour, créatrice de mode, et Alexandra Jubé, fondatrice du bureau de style Alexandra Jubé. Un podcast réalisé par Opal Productions. Bonjour à toutes et merci d'être ici. On s'est rencontrés avec Mariana qui organise cet événement Face to Face et on a décidé de faire ensemble un podcast qui raconte des histoires de reconversion, qui parle des femmes et aux femmes et qui parle de la quête de sens et de éventuellement de la difficulté à trouver et à prendre la place qu'on a envie de prendre dans le monde. Tout simplement. Moi, je m'occupe d'un petit média que j'ai lancé il y a pas longtemps qui s'appelle Les Déviations, qui raconte des histoires de gens qui ont changé de vie, donc qui est un peu sur cette problématique-là, comment ne pas subir, comment se réinventer quand la vie fait que quelquefois on est un petit peu coincé. Donc voilà, on a décidé d'aborder ces thématiques-là ensemble et plus particulièrement au féminin, parce que il me semble que c'est le cas de pas mal de tes créateurs. Bienvenue, c'est la 6e édition de Face to Face aujourd'hui et avec ces 6 éditions, on a eu 160 créateurs qui sont passés par Face to Face. Donc maintenant, c'est un gros réseau et sur 160 personnes, il y a presque 95% c'est des femmes et 100% issus de reconversion professionnelle. C'est pour ça qu'on a décidé d'appeler cette boutique-là Follow Your Heart, parce qu'on voit à quel point les femmes aujourd'hui ont envie de s'épanouir au travail et de relier en fait leur vie professionnelle avec leur vie privée et de créer des projets à leur image et en accord avec leurs valeurs. Et vous êtes toutes invitées ici parce que chacune a pris une voix assez intéressante et a quelque chose à dire à ce sujet. Donc bienvenue à toutes. Donc, ce que je vous propose pour commencer, c'est peut-être de faire un petit tour de table et de vous présenter chacune brièvement pour que tout le monde sache qui vous êtes. Et si vous avez été conviés aujourd'hui, il me semble que c'est parce qu'effectivement vous avez un parcours peut-être un peu atypique toutes. En tout cas, un parcours qui, comme plein de parcours de gens qui se cherchent et qui avancent pas forcément de façon linéaire mais qu'on trouvait que c'était en tout cas assez inspirant pour avoir envie d'avoir vos témoignages. Alors donc Amélie, moi j'ai été lancée avec ma chère associée Caroline, qui n'est pas loin, une marque de mode qui s'appelle 17h10, 17h10, qui est spécialisée dans les tailleurs et costumes pour femmes. Donc voilà, on vient du monde de la publicité, de l'agence, rien à voir avec la mode, même si voilà on avait touché un peu au secteur, mais par la voie de la communication. Et au moment où on voulait faire ce grand saut, reconversion, on cherchait des témoignages de femmes qui avaient cherché à monter leur boîte, mais vraiment on voulait comprendre si on était plus heureux en devenant entrepreneur. C'était vraiment important pour nous de savoir qu'est-ce qu'on traversait. Est-ce que c'était un peu les paillettes aussi de la Startup Nation qui nous donnaient envie de nous lancer? Est-ce que vraiment c'était ce pourquoi on était faites? Et on trouvait pas vraiment les témoignages qu'on espérait pouvoir lire, des vraiment pendant ce qui se passe, c'est pas l'histoire relue a posteriori quand on a réussi monter sa boîte et que là tout a l'air tellement facile. Et du coup on s'est dit on va le faire nous ce contenu, on va la lancer cette boîte et on va raconter ce qui se passe, qu'est-ce qu'on traverse, qu'est-ce qu'on vit, quelles sont les joies, quelles sont les peurs, les moments durs. Et voilà, c'est comme ça qu'on a créé un podcast qui s'appelle Commencer, qui est produit avec la chaîne Nouvelles Écoutes. Et voilà, ça fait presque 1 an maintenant que on a un petit micro qui nous suit partout dans les moments où on est avec notre expert comptable, les moments de décision où on est toutes les deux avec Caroline, les familles aussi, tout ce qu'on entend, tout ce que les gens disent dans ce moment de reconversion, de changement de vie, tous les messages, le soutien, parfois c'est vraiment le témoignage de notre histoire dans cette phase-là.
Je poursuis. Karine, donc moi je travaille à l'IFM, à l'Institut français de la mode, et je m'occupe du recrutement et du suivi des carrières. Donc effectivement, le terme de reconversion, ça m'accompagne quasiment au quotidien, parce qu'on a des étudiantes et des étudiants, enfin qui viennent pour une reconversion ou qui même se reconvertissent en cours de route. Et je dirais que reconversion, ça peut prendre plein de formes, de créer une entreprise, de travailler dans un autre secteur, dans une autre fonction. Enfin, et finalement, c'est un peu un chemin perpétuel. Alors moi, je me suis aussi sentie concernée par le sujet, parce que ça m'a rappelé, même parfois peut-être je l'oublie, donc je suis contente d'être ici aussi pour me rappeler ça, et que c'est peut-être si je suis si sensible à ça et cet aspect, on va dire, d'accompagnement humain, parce que moi aussi j'ai fait ce chemin qui est même pas fini, je dirais, et qui se finit jamais. C'est ça qui est bien aussi dans ces reconversions, c'est que j'ai commencé par une école de commerce et puis par étudier à l'Institut français de la mode pour travailler dans la mode. Alors on pourrait dire super, voilà, trouver sa voie, et ça s'arrête là, mais bon, il y avait quelque chose qui me correspondait pas complètement, et il y avait un aspect humain qui m'intéressait peut-être plus que les produits, mais enfin ça, chacun a sa voie. Et puis du coup, j'ai continué à avancer, à me former dans le côté ressources humaines, sociologie, pour travailler dans les ressources humaines mais hors de la mode. Et là, du coup, il y avait toujours quelque chose ou autre chose qui me manquait. Et puis j'ai pu, par des rencontres, peut-être j'étais prête à ce moment-là, donc je crois pas forcément au hasard, pouvoir intégrer les deux, et puis essayer d'accompagner un peu collectivement et individuellement, parce que je pense que on parle de réseau, c'est très important pour avancer, et puis de l'humain, c'est de l'individuel, donc voilà, je trouve que c'est pas toujours facile de concilier les deux, mais c'est ce qui m'intéresse. Moi, je m'appelle Alexandra. J'ai travaillé pendant 10 ans dans la mode, en bureau de tendance et chez un retailer. Et en fait, j'ai décidé de lancer mon agence en juin dernier, officiellement en septembre, spécialisée en conseil en stratégie de marque, et qui du coup travaille sur les comportements des consommateurs et sur la stratégie de la marque et de la communication. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que par mon métier, j'ai à la fois l'approche personnelle de moi qui suis en train de monter ma boîte avec tout ce que j'en vois et les hauts et les bas que ça peut générer. Et de l'autre côté, l'analyse un peu faite par l'approche globale sur les changements qu'il y a dans le monde, les comportements féminins, l'entrepreneuriat, etc. Qui du coup, c'est ma propre histoire qui se croise avec la grande histoire autour qui est en train de se construire. Donc c'est intéressant pour ça. Bonjour, moi je suis Laura Jane. Alors je vais essayer de faire court sur mon parcours. En faisant court, donc je suis journaliste. J'ai lancé un podcast qui s'appelle Supplément d'âme. Je connais pas Amélie et Caroline, mais en fait je suis aussi coproduite par Nouvelles Écoutes. Et donc c'est un podcast où j'interviewe des personnes sur leur parcours de vie, des personnes engagées qui d'une manière ou d'une autre travaillent à la préservation du vivant et qui essayent de résoudre nos problèmes de société, que ce soit la nature, l'environnement ou tout ce qui a trait à l'humain. Et à côté de ça, et je suis là pour ça également, je suis formatrice chez Switch Collective. Alors avec Switch, en fait, on accompagne, donc c'est une start-up qui a 2 ans maintenant, et on accompagne des gens, des promos de 40 personnes qui, de tout âge, on va dire entre 28 et 55-60 ans. Et en fait, on les accompagne à faire des reconversions professionnelles et à se poser cette question du sens, qui est vraiment le mal de siècle, la crise du sens au travail. Et donc je suis là aujourd'hui pour parler de ça, du travail qu'on fait avec Switch. Bonjour à toutes, je m'appelle Charlotte, je suis la fondatrice de la marque engagée Mr K. Alors Mr K, qu'est-ce que c'est ? C'est un vestiaire qui a du sens aussi. En fait, on reverse une partie des bénéfices de nos collections à la recherche contre le cancer. Parce que j'ai moi-même été malade. Donc en termes de reconversion, je crois qu'on n'est pas trop mal. J'ai décidé de transformer l'essai en montant ma start-up pour rebondir après l'inacceptable et de donner du sens à ce qui m'était arrivé. Et donc aujourd'hui, Mr K, c'est une marque exclusivement en ligne. On a eu la chance de faire partie de Face to Face en décembre dernier. Et ça se développe au fil de l'eau et on réussit à transformer l'essai jour après jour avec aujourd'hui plus de 12 000 € reversés à la recherche. Oui, c'est ça, c'est reversé à Gustave Roussy, c'est ça, ouais. Oui, c'est reversé à l'hôpital Gustave Roussy. Bonjour à toutes, je m'appelle Christelle Delarue et je suis fondatrice de la première agence de publicité féministe. J'étais publicitaire, je le suis encore. J'ai subi des violences dans les agences de publicité, violences économiques sur les inégalités de salaire, des violences sexistes et sexuelles. Et on disait pas MeToo à l'époque, mais j'avais 26 ans. Et j'ai beaucoup voyagé, j'ai eu la chance de travailler pour des marques
internationale, boostée par le fait de transformer un peu des histoires de marques en héritage sur des magnifiques marques internationales. Et lorsque je suis revenue en France, je me suis rendu compte que la thèse que j'avais écrite quand j'étais plus jeune, à 20 ans, n'avait pas changé en 10 ans, que les femmes étaient 6 fois plus à poil et que les hommes étaient toujours experts. Et du coup, j'ai entrepris. C'est une reconversion personnelle assez spécifique parce qu'on ne parlait pas de féminisme progressiste ou d'économie liée au féminisme. Quand j'entends Nouvelles Écoutes et des possibilités aujourd'hui sur l'économie et l'accès aux femmes dans l'entrepreneuriat, c'est très important. À l'époque, on créait pas d'agence de publicité avec 1 000 € de capital de départ. Aujourd'hui, l'agence a 6 ans et j'ai le militantisme ou l'activisme que j'avais par ailleurs en tant que femme dans des réseaux militants a pu être mis au centre de l'histoire et des valeurs de l'agence, qui est la première agence engagée pour les droits des femmes et donc du coup qui lutte contre les stéréotypes, qui engage des hommes et des femmes à concevoir évidemment une publicité respectueuse, qui participe à des lobbies politiques pour mettre en place des lois, et puis qui transforme les entreprises derrière la marque sur une logique d'égalité, d'inclusion et de diversité des chances et des transformations. Voilà. Moi, je m'appelle Fiona. Au début, je savais pas trop pourquoi on m'avait invitée là, je dois dire, parce que j'ai beaucoup de mal à définir mon métier aujourd'hui. D'ailleurs, parce que j'en ai 50 en fait à peu près. Et puis j'ai accepté parce que je pense modestement que mon parcours est intéressant dans la mesure où j'ai commencé ma carrière très très tôt, très très fort, très très vite. Jusqu'à mes 30 ans, j'ai eu un parcours exceptionnel. Enfin, je suis journaliste. Alors ça, il faudrait quand même que je le dise à un moment ou à un autre. À la base, je suis journaliste. J'ai été engagée tout de suite dans une très grosse rédaction. J'ai commencé ma carrière à Cosmo, d'où j'ai été débauchée pour créer un magazine que j'ai lancé. Donc j'ai été rédactrice en chef à 27 ans. Ça a été assez violent. Et puis à 30 ans, j'ai fait un bug complet. C'est-à-dire que à 30 ans, j'ai fait une crise d'adolescence ou alors une crise de la quarantaine avec 10 ans d'avance. Et pendant 5 ans, je me suis un peu demandé ce que je faisais là, à quoi je servais, tout en travaillant, tout en gagnant ma vie, en fait. Vraiment, c'était ça, je gagnais ma vie. Et puis, ça fait 1 an que je sais pourquoi je suis là et que j'ai pas besoin d'une case en fait, j'ai besoin de plusieurs cases pour me contenir. Et donc je suis à la fois auteur. Alors j'aime pas le mot autrice. Je sais que c'est très à la mode, c'est très féministe, mais moi je trouve que ça sonne comme une maladie sexuellement transmissible. Donc je dis auteur. Non mais c'est horrible, hein, je sais. Donc autrice, mais moi ça me. Bon. Donc auteur. Je vais insister sur le E. Je suis toujours journaliste et puis par ailleurs je fais du conseil en communication pour les marques et je produis du contenu éditorial. Voilà. Et tu as écrit un livre récemment. Et j'ai écrit 2 livres. J'ai écrit le premier livre de cuisine militant qui s'appelle Les recettes d'une connasse. Voilà, pour qui invite les lectrices et les cuistottes et les cuistots d'ailleurs, parce qu'une connasse peut être parfaitement un garçon, hein. On est très inclusif dans la connassitude, à inventer ses propres règles d'alimentation en fait et de nutrition et en fait c'est ce que je voulais dire, c'est qu'on a beaucoup, nous les femmes, mangé avec notre cerveau et on a un petit peu oublié l'appétit et le désir de manger. Donc un peu moins de règles dans la tête et un peu plus d'envie dans le ventre et dans le cœur, quitte à ce que ces envies soient contradictoires et quitte à ce qu'on mange du chablis, qu'on boive du chablis pour faire descendre le quinoa. Voilà, bon ça c'est ma façon de m'alimenter en tout cas. Et puis mon deuxième livre qui est sorti il y a quelques semaines s'appelle L'amour après MeToo et c'est un essai drôle sur les relations, enfin drôle j'espère, sur les relations hommes-femmes après MeToo, bien sûr, mais surtout avant MeToo, parce que c'est les relations hommes-femmes avant MeToo qui expliquent ce qu'elles ont été après MeToo, voilà. Et pendant MeToo, bien sûr. Avant, pendant, après. Merci beaucoup. Donc toi, Mariana, on va quand même te présenter. Je pensais que j'avais plus besoin de me représenter.
Non, je rigole. Donc, je m'appelle Mariana Sepsimon. Moi, ça fait 10 ans que je suis en France. Je suis polonaise d'origine, d'où vient mon accent. Et en fait, j'observe ce monde parisien. J'ai passé par le SCP d'abord. Ensuite, j'ai eu 6 ans d'expérience en marketing développement au parfum, donc chez L'Oréal, chez Dior. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas ma voie, que j'avais envie de relier ma vie de future maman et famille avec mon ambition professionnelle. Et que dans le cadre où j'étais avant, c'était très dur et qu'il fallait que je m'incline ou je m'adapte à des règles qui primaient dans ce type d'entreprise. Et du coup, à côté, je voyais aussi des amis qui quittaient, au fur et à mesure, ce type de grandes entreprises pour lancer des projets remplis de sens et qui parfois n'avaient pas suffisamment d'expérience dans le domaine de développement de marque, développement produit, qui faisaient beaucoup de choses avec leur cœur, mais qui avaient beaucoup de besoins, en tout cas, de structure et de visibilité. Et en même temps, qui retrouvaient plus leur place dans le retail conventionnel à cause de marges trop importantes. Et les produits avec du sens, qui sont produits en France ou en Europe, coûtent plus cher. Et pour le vendre, on ne peut pas avoir des marges trop importantes pour pouvoir en vivre. Et donc, ma mission, c'était d'abord de donner de l'exposition à ces créateurs, de vraiment trouver un lieu qui correspondait à leurs aspirations et les faire rencontrer les clients en fait qui sont eux des futurs ambassadeurs de ces marques. Et en fait, fur et à mesure dans ce projet, je me suis rendu compte à quel point la femme jouait un rôle principal dans ce projet, à quel point elle était courageuse, à quel point elle savait monter une boîte avec 1 000 € de capital, et à quel point la création était inscrite dans l'épanouissement féminin, et que, je ne sais pas si c'est parce que peut-être on crée la vie, mais on a besoin de créer. Et souvent, on manque de sens dans le travail où on est déconnecté de cette création. Et donc, je me suis rendu compte à quel point Face to Face aussi participait à donner cet épanouissement aux femmes. Et je choisis ça comme ma mission, de vraiment donner la place à la femme et de lui donner la confiance de créer. Merci beaucoup. Juste en 2 mots pour vous dire un peu qui je suis aussi. J'ai un parcours qui est un peu similaire au tien. J'étais rédac chef dans la presse magazine assez jeune, dans le digital et dans le print, et je suis partie il y a 1 an d'un grand groupe. Et donc j'ai lancé ce petit média il y a 1 an, et donc moi, ce qui m'anime là-dedans, c'est vraiment au début, je voulais raconter des histoires de changement de vie parce que c'était des histoires intéressantes. Je trouvais que on était vraiment dans l'essence de l'histoire. Et puis j'ai commencé à rencontrer des gens. Je me suis rendu compte qu'il y avait des histoires incroyables et vraiment inspirantes. Et moi, qui étais peut-être devenue un peu insensible à l'exercice de l'interview, je me suis retrouvée de nouveau à avoir des poils qui se dressent sur les bras, et ça, c'était assez fou. Et puis, en fait, ces histoires, je me suis rendu compte ensuite que c'était qu'on parlait moins de reconversion, de changement, enfin que vraiment de quête de sens, et que ça faisait appel à énormément de... Ça pose énormément de questions. Ça pose des questions qui sont des questions basiquement RH. Ça pose des questions économiques. Ça pose des questions sur l'époque, sur nos générations, sur la place de la femme. Ça pose des questions philosophiques, et ça pose aussi des questions sociétales. Voilà, on peut mettre, et puis scientifiques. On peut parler de neurosciences, on peut parler de data, on peut parler d'innovation. Enfin, il y a vraiment, voilà, le sujet du changement est extrêmement vaste. Et voilà, donc je trouve ça très bien qu'on l'aborde ensemble, parce que là aujourd'hui, donc spécifiquement, on parle du changement, on parle de la féminité, de la femme et de la création, qui est un sujet très dense. D'ailleurs, il y a un excellent livre de Nancy Houston qui s'appelle Le Journal de la création, qui parle de ça. Tu l'as lu? Ouais. Voilà. Mais voilà, donc allons-y. Moi, j'ai quelques questions. Donc, pour commencer, n'hésitez pas à vous passer le micro. Enfin, voilà, vous savez faire. Donc, déjà, est-ce que vous avez observé
davantage de volonté de changement autour de vous et si oui, est-ce que vous avez des analyses là-dessus? Est-ce que vous comprenez pourquoi, ce qui se passe? Est-ce qu'on est une génération très égocentrique qui a envie de... qui est plus prête à... qui est moins sacrificielle que les précédentes? Ou est-ce que il y a un vrai phénomène de fond, à votre avis? Moi, je trouve paradoxalement que on parle beaucoup de société individualiste, égocentrique et tout. Moi, ce que j'ai observé autour de moi, et pas qu'autour de moi, autour de moi, dans ma petite couronne et dans ma grande couronne et dans ma très très grande couronne et même en province, c'est que il y a aussi une volonté de justement de vivre ensemble. Il y a vraiment tu parlais de quête de sens, mais il y a beaucoup d'envie de solidarité justement, d'entraide, voilà, enfin, je travailler avec les autres ou travailler pour les autres, même quand on travaille seul, c'est quelque chose qui est, à mon sens, enfin en tout cas ce que j'observe, très important aujourd'hui. Donc relativisons le côté égocentrique de la société, je trouve. Oui, si je peux intervenir. Moi, il y a deux choses que j'ai constatées. La première, c'est qu'on vit dans un monde très compétitif, qu'on a construit sur des bases capitalistes très très fortes, qui courent évidemment à la réussite, qui courent à l'argent et qui courent à faire ces marges dont on parle et qui épuisent en fait les ressources personnelles des individus et qui en s'accélérant de plus en plus avec un principe aussi de mondialisation, crée une uniformisation des lois et des normes, ce qui fait qu'on doit tous concourir à la réussite et on en oublie au passage des singularités, des envies de collaboration différentes. Voilà, donc les années 80 ont quand même accéléré ce qui s'est produit, les crises, des crises alimentaires, sanitaires, symboliques, psychologiques. Donc je pense qu'il faut regarder ça avec un peu de recul en se disant que moi ce que je vois c'est que c'est comme un shift en fait. La Terre est en train de bouger particulièrement, on est en train de changer d'axe et dans cet axe-là, évidemment il y a des déviations, évidemment il y a des propositions, il y a de la création qui arrive. Après, c'est très lourd parce qu'on a un héritage qui est lié sur la suite d'une société industrialisée qui a été très compétitive et qui est passée sur un système numérique très fort et donc du coup ça crée des déviations, des déviances ou des propositions. Et ensuite personnellement, à travailler dans cette industrie-là de la publicité, donc concourir à une forme de progrès, mais quand même très mercantile. Tous les produits qui sont mis sur le marché n'ont pas de sens. Tous les produits qui sont proposés étaient dans une logique très verticalisante pour faire la promotion du pouvoir d'achat qu'on a pu. Donc c'est un rééquilibrage aussi sur ce qui est proposé et ce qui est dans le désir de l'achat du consommateur. Et le troisième phénomène que je vois, c'est personnel, qui est lié à cela, c'est quand on sort de nos études de 20 à 30 ans, on est prêt à tout vivre, à tout expérimenter et c'est formidable. Les jeunes générations font ça encore un peu plus tôt. Moi, ce que j'ai vécu, c'est de 20 à 30 ans, j'étais prête à tout vivre, à redimensionner complètement l'héritage que me donnaient mes parents, à tout tester vraiment. Et à 30 ans, il y a alors je sais pas si c'est un bug, mais en effet une remise en perspective de ce que j'avais envie de faire. Donc comme Antigone le disait, c'est le pouvoir du non qui apparaît dans les jeunes générations peut-être à 15 ou 20 ans. À 30 ans, on dit non plus facilement à des choses que l'on avait subies. Et puis ensuite, on est dans une forme de quête de sens, d'utilité, de 30 à 40 ans. Les femmes, malheureusement, elles doivent, il y a une horloge biologique, donc du coup, de 30 à 40 ans, c'est là où tu devrais être en progrès et en carrière, et en même temps, c'est là où tu te poses la question des enfants. Puis à 40 ans, dans les médias, t'es morte. Donc, le bon an, mal an, entre 30 et 40, t'as intérêt d'avoir fait un truc, quoi. Donc c'est une énorme pression. Donc je pense que les jeunes générations ont entrepris ça un peu plus tôt. Y compris pour les femmes qui ne veulent pas d'enfants, parce qu'ils ne les oublions pas. Comme il y a un impact aussi social à dire que pour être vraiment c'est la pression d'avoir fait. C'est la pression et donc, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je n'ai pas d'enfant et je crois que je ne souhaite pas en avoir non par ailleurs. Et j'ai congelé mes ovocytes à 24 ans, ce qui était avant impossible à faire. C'est hyper avant-gardiste de faire ça. Waouh. Ouais. Mais donc du coup,
Et du coup, cette question-là, je l'ai pas, elle est pas lourde socialement ni dans la famille, parce que j'ai l'impression. Alors, je sais pas si c'est très bien, parce que du coup, je dois l'avoir gérée autrement, mais en tous les cas, elle fait pas partie de mes considérations personnelles tout de suite. Voilà. Tu t'es débarrassée de ce sujet-là Pas débarrassée, parce qu'on est d'accord qu'on a quand même envie de créer aussi et d'avoir une famille. Et, non, mais je dis débarrassée dans le sens où t'as moins la pression, t'as anticipé la pression de la trentaine. Alors, t'en es où? T'as un enfant? Ah, t'es entrepreneur, donc c'est normal. Du coup, t'as pas de mec avec un enfant. Non. Ouais. Peut-être pour observer des générations quand même qui se sont succédées et qui avaient des demandes, c'est vrai, qui ont évolué quand même. Il y a eu quand même un mouvement rapide et plus récent de peut-être faire moins de concessions, d'avoir peut-être une modèle de réussite qui est de toute façon, de toute manière, il veut plus dire grand chose. Donc ce qu'on pouvait faire comme tu as parlé de sacrifice, c'est vrai, et peut-être c'est encore plus féminin, un peu on a été éduqués parfois dans cette notion de la femme qui doit sacrifier. Je pense que ça, c'est en train de... Merci. Doucement, mais voilà, on y travaille tout de commencer à changer. En tout cas, ça rentre dans les esprits. Et du coup, c'est d'être moins patiente et patient, enfin pour les garçons aussi, dans ce qu'on peut subir comme violence parfois dans l'entreprise, et d'avoir finalement moins à perdre, et donc d'oser, de risquer davantage. Et c'est vrai que ça, c'est ce qu'on perçoit de plus en plus. Et après, au-delà, moi, c'est vrai, je pense pas que ce soit individualiste forcément. Je trouve qu'au contraire, c'est assez fédérateur. Enfin, de plus en plus, là, je vois dans des jeunes qui veulent, je vois qu'ils veulent travailler dans la mode, mais bon, c'est un exemple, mais peut-être qu'il est quand même, il peut se généraliser ailleurs. C'est non seulement travailler près de la création, enfin quelque chose d'esthétique, d'artistique, mais aussi avec des valeurs, notamment de développement durable, de la planète, des ressources, qui sont complètement intégrées, conscientes et vraiment fortes, fondamentales, défendues. Alors que bon, effectivement, il y a peut-être un effet de mode, on en parle plus, mais on sent que ça devient pour certains une priorité. Au prix d'avoir un boulot peut-être moins payé, moins intéressant, de galérer un moment, mais de défendre ça. Est-ce que cette grande vague de développement durable, de prise de conscience comme ça globale, est-ce que finalement la quête de sens, ce serait pas du développement durable appliqué à nous-mêmes? C'est pas mal, non? Belle. Il faut en faire un mantra Instagram immédiatement. Un hashtag. Il faut le traduire en anglais. Dans le développement durable, il y a l'humain, de toute façon. Donc, effectivement, forcément... Est-ce que quelqu'un veut ajouter, quelque chose sur le sujet? Nous, ce qu'on observe chez Switch, c'est que c'est une vraie lame de fond. Donc, en fait, au départ, Switch, ça a 2 ans et quelques. Au début, on avait à peu près une promo par mois, donc de 40 personnes, une fois de plus. Là, on en a 3 par mois. On n'arrive pas à répondre à toutes les demandes. Il y a une liste d'attente pas possible. Et je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Pour moi, ça n'a rien à voir avec l'individualisme. Je pense que je te rejoins complètement. On est en train, je l'espère, mais je le pense vraiment, de changer de paradigme. C'est une période qui est pas simple. Et les gens qu'on voit chez Switch, ils arrivent... Il y a différents cas de figure, mais il y a soit des gens qui ont pas mal cheminé déjà, qui ont déjà travaillé leur alignement personnel, leur quête de sens, etc. Mais il y a aussi une bonne partie qui sont en burn-out et complètement asséchés par un système qui n'a absolument plus aucun sens. On parlait de compétition, voilà, c'est un système où je pense qu'on arrive à bout de souffle, et j'espère. Et donc du coup, je pense que ça n'a rien à voir avec l'individualisme, et qu'au contraire, il est urgent de repenser à soi, de se réaligner avec ses propres valeurs, pour certains se poser pour la première fois de sa vie, qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie? Je veux arrêter de perdre mon temps à faire quelque chose qui ne sonne pas juste. Donc, qu'est-ce que je vais faire des années qui me restent à travailler? Donc, je pense que c'est clairement une lame de fond, et oui, c'est une belle expression, développement durable pour soi-même. Il y a quelque chose que vous avez tout en commun, c'est que globalement, vous avez tout eu avant un parcours assez similaire, des belles études, des jobs, alors on va pas dire bullshit job parce que c'était pas forcément le cas, mais on peut inventer l'expression wow job, des jobs où les gens s'arrêtent de parler quand vous dites ce que vous faites, enfin, ou wow, t'as trop de chance, c'est trop super. C'est un petit peu le cas de tout le monde, globalement. Est-ce que vous sentez justement, est-ce que vous pensez qu'on est arrivé au bout de la grande entreprise? Je pense à toutes ces personnes qui sortent d'écoles de commerce, qui vont soit chez LVMH, soit chez L'Oréal. On est arrivé. C'est de moins en moins vrai, ça. C'est de moins en moins vrai? Moi, j'ai quelque chose à rajouter, parce que c'était mon cas. Moi, je me souviens des entretiens d'entrée, quand on sort de notre université, et
Une de vous a dit, c'est côté, on a envie de tout donner. C'est l'âge quand on est prêt pour apprendre. On est prêt à tout donner. Et en fait, je me souviens, cet entretien, il est basé sur ce que tu as fait, ce que tu as accompli, tes passions, à quel point tu es pluriel, tu as fait tellement de choses. Et ensuite, on rentre dans un système où on travaille de 9h à 20h, soit encore plus. Et donc, notre vie devient très monothématique, enfin, dans le sens où on n'a plus le temps de faire tous ces passions qu'on a racontées. Et donc, chaque entretien dans des entreprises plus tard, on a de moins en moins de choses à raconter parce qu'on fait la même chose tout au long de la journée. Et moi, c'était ça le cas oppressant, c'est que au début, j'ai senti la passion et à la fin, je me disais, mais cette passion n'explique pas que je peux pas faire autre chose dans ma semaine. Et du coup, dans ce travail, on injecte tout. Ça doit nous plaire. Les gens qui nous entourent, ça doit être nos meilleurs amis. Les soirées qu'on fait, c'est avec eux. Et tout d'un coup, on devient très monosujet. Et moi, ça me correspondait pas. J'ai perdu mon sport, j'ai perdu mes passions, j'ai perdu le temps pour mes plus proches. Et tout d'un coup, je me suis dit, c'est une vie très, très égoïste et très monosujet. Ce qui est assez difficile aussi, je trouve, à entendre, c'est que, personnellement, dans ma génération, je suis pile dans la génération millennials et j'ai 34 ans. Et autour de moi, je n'ai quasiment personne qui, à part les gens qui sont entrepreneurs, qui sont vraiment super heureux et qui se disent le travail c'est génial, etc. Et il y a toujours des points où finalement les gens sont critiques, mais surtout de l'entreprise, etc. Et parfois l'entrepreneuriat paraît être, sans doute de façon un peu illusoire, mais une espèce de réponse à ça, et se dire finalement je vais me lancer parce que je vais faire ce que j'aime. Alors bien évidemment, on sait pas encore que dans ce que j'aime, tu vas aussi faire tout ce que t'aimes pas et que d'autres gens faisaient pour toi. Mais du coup, il y a quand même ça derrière, cette idée que finalement on va aller chercher ailleurs quelque chose qui va finalement me rendre plus épanouie. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a quand même des liens de cause à effet. Les recherches sur Google en 10 ans sur l'anxiété, elles ont été multipliées par 3. Donc il y a quand même cette idée de je me sens pas bien, qui est vraiment et qui est factuelle. Et de l'autre côté, des jeunes des générations plus jeunes et notamment de la génération Z, donc ceux qui ont moins de 25 ans, où 90% d'entre eux veulent entreprendre. Donc du coup, il y a vraiment je me retrouve de moins en moins, et il y a les anciennes sociétés au sens large et sociétés entreprises qui ont l'air de plus finalement fitter en termes de correspondance, d'affinité, etc. avec les envies des gens, et que finalement aujourd'hui on s'y retrouve plus. Oui, mais c'est vrai qu'il y a surtout un phénomène de mode autour de l'entrepreneuriat que je trouve très culpabilisant. Parce que tout le monde n'a pas vocation à être entrepreneur. L'accomplissement de soi, c'est pas forcément entreprendre, c'est nous, on a choisi ça. Mais il faut respecter aussi que tout le monde n'ait pas envie de ça. Je suis bien d'accord. Il y a quand même un truc, pardon, excuse-moi, je te coupe. Très parisien. Mais oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et il y a un truc de, si t'as pas créé ta start-up à 35 ans, c'est que t'as raté ta vie. Donc, en fait, non. Il y a d'autres aussi solutions. On voit quand même en ce moment ce qui se passe aussi dans la rue, donc c'est assez représentatif que le monde est quand même en scission. et je pense que c'est quand même assez. Nous, on est dans un microcosme nanti. Bien sûr. Et il faut pas perdre de vue qu'on n'est pas les seuls sur Terre. Et beaucoup n'ont pas les mêmes envies que nous. Après, j'ai beaucoup de respect évidemment pour les entrepreneurs parce que j'en suis. Mais il faut pas oublier les autres. Et je pense que c'est plus ça c'est pas tellement une dérive, mais c'est forcément aussi ce qui se passe grâce aux réseaux sociaux ou à cause des réseaux sociaux, c'est qu'il y a cette espèce de truc d'hyper-information permanente. On a tendance à un peu regarder c'est là où je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, d'individualisme, où forcément on regarde toujours son spectre, parce que avec les algorithmes, par exemple Instagram, on regarde uniquement ce qui nous plaît, mais on oublie un peu ce qui se passe à côté. Et le filtre a aussi son frein. Et je pense qu'il faut réfléchir de manière beaucoup plus large. Il y a une conscience collective d'un monde qui avance très vite et on a vraiment besoin de se rendre compte que il faut peut-être donner du sens, mais je pense qu'il faut que chacun aussi s'accomplisse plus que de donner du sens. Il faut que chacun se pose les bonnes questions, que ce soit dans la société, mais je suis désolée, je suis pas très du matin, moi, donc du coup mon cerveau a du mal à démarrer. Donc vous avez compris quoi. J'ai une anecdote personnelle sur ça, et juste avant de monter ma boîte, je suis passée par une autre entreprise où j'ai eu un bon job avec une grosse équipe,
pas mal de cases qui étaient cochées de ce qui, il y a 15 ans, était, ouais, c'est chouette, t'as 32 ans et t'as ça. Et bizarrement, parce que je gravite aussi dans un univers parisien, de gens où l'entrepreneuriat est super valorisé, je me sentais pas très fière et je me dis, en fait, j'aurais été plus fière si j'avais dit que finalement, je m'arrêtais pour lancer un potager ou faire un truc végétal. Enfin, j'avais l'impression que ce qui était un symbole de réussite et que j'étais plutôt contente d'avoir était finalement aujourd'hui pas le truc qu'il fallait avoir et qu'en fait, de se remettre dans ce truc ultra consumériste et d'être dans cette dynamique-là, finalement, c'était assez critiquable. Donc, et ça avait changé parce que je m'étais dit que finalement, des années avant, j'aurais pas du tout eu la même relation. Et là, c'était un peu, c'est nul, j'ai un bon job, alors qu'en fait, je suis pas entrepreneur et je fais pas un truc juste pour moi et qui va élever le monde ou faire des choses un peu plus... Et ça a motivé ta décision de monter ta boîte, du coup ? Non. La décision de monter ma boîte, ça faisait longtemps qu'elle était là. Et en fait, c'était le métier que je faisais avant. Donc, c'est pas non plus une complète reconversion parce que c'est juste me lancer toute seule sur un métier que je faisais avant dans une agence. Donc... Mais surtout, le vrai luxe, c'est de rien avoir à démontrer. Et je pense qu'on a quand même toujours tendance à faire sur les autres un miroir. On se dit, oh là là, qu'est-ce que je vais renvoyer comme image aux autres ? Le vrai accomplissement de soi, c'est pas tellement le miroir qu'on va renvoyer aux autres, c'est un snobisme, ça. La vraie question, c'est de se dire, est-ce que je suis satisfaite ou pas de ma vie ? Ou satisfait de ma vie ? Sur la question de l'entrepreneuriat, c'est marrant parce que chez Switch, on n'observe pas du tout ça. Les gens qui viennent faire Switch, une fois de plus, c'est donc plutôt cadre sup parisien ou jeunes cadres entre 28 et fin de cinquantaine. Et en fait, l'entrepreneuriat, bizarrement, parce que j'aurais cru avant d'y bosser, ressort assez peu. Il y a cette quête de sens, elle est de toute façon partout, et les gens arrivent dans des telles situations parfois qu'ils parlent que de ça, ils pensent qu'à ça, et ils s'aperçoivent qu'ils ont 45 ans et qu'ils se sont jamais posé de la question de quel sens j'ai besoin. Donc parfois, la claque est un peu dure, c'est pas une vraie claque. Mais c'est plus... en fait, il y en a qui sont très heureux de rejoindre des projets existants. Ils le disent, en fait, à la fin du programme, ils viennent pitcher leur switch, donc pitcher leur projet de reconversion professionnelle. Et ils nous disent, voilà, moi, j'ai aucune intention d'être entrepreneur, ça m'a l'air hyper compliqué, etc. Mais par contre, j'adorerais rejoindre un projet qui a du sens. Alors, il y en a beaucoup qui se dirigent vers l'ESS, l'économie sociale et solidaire, ou alors tout ce qui est développement durable. Beaucoup qui veulent partir à la campagne faire de la permaculture, plein de choses comme ça, mais assez peu l'entrepreneuriat au final. Moi, j'avais juste une chose à dire par rapport à ce que j'observe avec Face to Face, c'est que il y a aussi une envie de se remettre, c'est une introspective, de remettre en avant la région d'où on vient. Typiquement, la marque des cosmétiques, ça avait juste derrière vous. C'est la fondatrice, elle a vécu en Auvergne. Elle a eu envie de remettre en avant un ingrédient qui est la sève de bouleau dans ses cosmétiques et parlait de quelque chose qui ne vient pas du Brésil, que c'est pas un super aliment qui vient de très très loin. C'est quelque chose qui est très accessible en France et pourtant mal connu. C'est aussi Stella Pardo qui est juste derrière vous, c'est la marque de mode. C'est une fille avec des origines péruviennes. Elle fait travailler des femmes au Pérou, artisans, pour valoriser leur travail. Donc, il y a aussi une envie de montrer qui je suis, de se plonger parfois dans son ADN, presque, pour sortir de quelque chose qui parle de nous et qui nous représente. Non, je voulais juste, en vous entendant, c'est vrai qu'on parle beaucoup de reconversion professionnelle, du métier, enfin de l'aboutissement du résultat. Et puis, en fait, souvent, ce qui rend le plus heureux, c'est le chemin, en fait. C'est du coup, c'est vrai que moi, je le vois dans la formation. Certains me disent, on était super heureux à l'école, à l'IFM, tout ce qu'on a appris, parce que c'est une situation où on réouvre plein de portes, on réapprend, on est en situation d'apprentissage. Finalement, de retrouver ou un travail ou monter en entreprise, après, il y a les difficultés qu'on connaît. C'est pas que facile et parfois c'est dur et on peut retomber un petit peu, et il y a un peu cette nostalgie d'être dans cette attitude, dans cette situation d'ouverture extrême parce qu'on est en chemin. C'est ça qu'on essaye de trouver, enfin je trouve qui peut-être fait qu'on n'arrête pas de vouloir avancer, se transformer, et que la transformation, elle devrait être continue. C'est pas facile, mais c'est le manque, je pense, le plus important, c'est d'avoir cette ouverture-là d'être possible. Éveillé, exactement. Et justement, j'ai l'impression que ça, c'est quand même, c'est un état dans lequel on est de façon assez forte quand on est adolescent. Qu'on lit tout ce qui nous passe sous la main, etc. Et j'ai l'impression qu'on le perd en cours de route.
et donc à vouloir jouer les bonnes élèves et faire tout bien et faire plaisir à nos patrons, on s'oublie et on se réveille un matin. Alors ça peut être la crise de la trentaine, de la quarantaine, de la cinquantaine, hein, mais alors pourquoi, à votre avis, on perd comment ça se perd, ça? Pourquoi Pour moi, c'est un formatage familial, enfin parental, de toute autorité, c'est-à-dire l'État, c'est un bien grand mot, mais c'est une construction sociétale, d'éducation parentale, et en fait, dès lors qu'on commence à s'interroger sur qui suis-je, qu'est-ce que je fous là, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, là, on commence à réouvrir des portes vers soi-même, entre guillemets, et donc on comprend qu'on est dans des carcans parce qu'on a bien voulu et qu'on s'est foutu nous-mêmes là-dedans, et là, on se dit ok, il est peut-être temps de les virer, quoi. Avant, ça intervenait à 50 ans, 50, 60 ans, avec le phénomène de retraite. On se disait, ok, je vais mourir, donc du coup, qu'est-ce que je fais avec mes petits-enfants? Est-ce que je place de l'argent et tout? Aujourd'hui, on a compris que la retraite, faut y penser à 20 ans. Et du coup, ça a un peu tout accéléré, et je suis totalement d'accord avec toi sur les phénomènes de normes, sans rentrer sur le patriarcat, sans reprendre le capitalisme. On est beaucoup formaté, et du coup, on s'oublie totalement. Moi, je me suis rendu compte que j'avais réapprivoisé la petite fille que j'étais quand j'avais 8 ans et que je me levais dans les cours contre l'injustice sociale. Et du coup, j'ai retrouvé cette gamine-là. Je me suis dit, bah ouais, en fait, c'était ton caractère. C'était aussi tes origines. T'es pas venue d'un milieu trop bourgeois. T'étais en banlieue, t'as déménagé 11 fois, ta mère s'est battue. Enfin bon, et à toutes ces choses-là, la waouh boîte ou le waouh job, l'a complètement lissé, parce qu'on a eu la sensation d'avoir la chance de rentrer dans ces boîtes-là, d'être sélectionné. Donc évidemment qu'on rend complètement aseptisé tous ces critères-là, toutes ces qualités, toute cette singularité, cette force, on l'aseptise pour rentrer dans une norme qui en plus est parfois très dominante et où les codes malheureusement sont liés sur la compétitivité et parfois se jouent dans des boys clubs où nous, quand on est des femmes, on n'a pas vraiment la place, donc on doit se battre 10 fois plus et ça nous épuise. Donc il y a évidemment il y a des normes, c'est pas individualiste que d'aller faire un chemin vers soi, au contraire, c'est essayer de rééquilibrer ce pourquoi j'ai envie de me lever le matin, avec qui j'ai envie de travailler, comment j'ai envie de célébrer mon année, elles sont où les petites victoires quand on les oublie pas. Et tout ça, ça concourt quand même à se remettre en route. Moi, j'ai toujours préféré la complexité des choses à la simplicité, donc du coup, je suis vraiment dans un principe d'action. Mais j'ai dû passer par des stéréotypes discriminants auprès des femmes. J'ai dû en passer par les violences dans les agences et à comprendre que moi-même je participais à la fabrication de ces images. Et ça a quand même duré quelques années avant de déconstruire et de m'autoriser, sans me censurer, en disant agence féministe, d'aller lancer une agence à 30 ans alors que tous les gros mecs disaient non mais attends, t'attends d'avoir 45 ans, t'attends d'avoir quelques millions et tu vas bien fermer ta gueule. Donc c'est évidemment, on n'a pas forcément tout le temps la place. C'est pas facile de se dire je la prends. C'est courageux quand il y a un acte de liberté profond, que ce soit sur l'entrepreneuriat, que ce soit sur la reprise d'une boîte, ou que ce soit sur non, je te quitte, non, je m'autorise à penser autrement et par moi-même. Et voilà. Ouais, et puis la construction, moi je trouve des rôles modèles aussi jouent un rôle très fort dans qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que je devrais choisir comme voie. Je suis hyper étonnée, mais c'est vrai qu'effectivement, il y a eu toute la construction de la businesswoman qui cartonnait, qui avait une belle carrière et on a envie de se projeter. Notre génération, on est arrivé et on a vu que cette femme-là, effectivement, elle a des choix drastiques à faire entre sa vie de famille et le boulot. Elle est complètement crevée. Qu'elle est crevée, qu'elle a des burn-out. Enfin, et c'est vrai qu'on se projette plus dans cette femme-là, on n'a plus envie d'être. Aujourd'hui, la société, c'est effectivement les rôles modèles, c'est des super entrepreneuses qu'on met vraiment en avant, qui montent leur boîte. Et après, c'est là où aussi, moi, je les remercie. Par exemple, une Morgane Césalori, qui a raconté qu'elle aussi, elle avait fait un burn-out, qu'elle aussi, ça avait été dur. Donc, on commence aussi à voir, tous ces rôles modèles qu'on nous projette comme étant l'idéal. Et c'est à chacune qui, endosse ce rôle de aussi, montrer la réalité. Et effectivement, c'est là où je pense qu'on permettra à chacun de se projeter ou pas, et pas se sentir obligé de devenir cette femme-là qu'on nous montre comme étant le parcours idéal.
J'ai quelque chose à rajouter. Je pense qu'on touche un sujet très sensible qui est homme-femme. Je pense que la génération d'avant, ces femmes qui triomphaient dans les grandes entreprises, elles devaient être comme les hommes, les imiter, porter des vestes, avoir vraiment ce style d'entrepreneur, enfin de management très frontal et parfois très brut. Et en fait, aujourd'hui, je pense que cette femme a compris qu'elle a plus besoin d'être comme l'homme. Maintenant, elle a juste envie de suivre sa façon de faire. Donc, plus douce peut-être, plus sensible peut-être, plus généreuse peut-être, moins en compétition, plus en collaboration peut-être. Et on se sent plus libre à être qui nous sommes vraiment et pas juste suivre ce que les hommes attendent de nous pour qu'on soit au même pied d'égalité. J'ai l'impression qu'il y a aussi deux modèles qui coexistent, c'est-à-dire que je suis d'accord et sur la figure de la start-up, la fille qui monte sa start-up, etc. Il y a quand même aussi dans les premiers codes, quand c'était le cas il y a 5 ans, c'était quand même très lié à la Silicon Valley, très lié aussi à un stress énorme, à une pression différente, mais quand même hyper présente, etc. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a les deux qui existent, c'est-à-dire que ça n'a pas complètement disparu non plus, et il y a quand même des filles qui rêvent encore de ça, de ce côté vraiment un peu de pouvoir, enfin qui est vraiment un truc sur le pouvoir. Et à côté de ça, effectivement, une démarche qui est plus sensible et qui est plus un meilleur équilibre vie de famille, vie personnelle, et une façon aussi de gérer l'entrepreneuriat un peu différente, avec peut-être un peu plus de sens ou de se laisser le temps. Mais j'ai l'impression que l'autre modèle a pas complètement disparu. Il est parti de la businesswoman pour aller vers la startup girl, mais qui est quand même encore un peu parfois executive woman sur les barres. Et elles sont très souvent blanches, elles font des levées de fonds, il y en a 10 et on ne parle que d'elles. Les créatrices que vous êtes, des femmes noires, des femmes qui lancent d'autres business sur d'autres voies, il y en a quand même très peu dans les médias et c'est une honte en fait. Moi, j'aimerais ajouter juste un point sur le syndrome de la bonne élève, qui est, je pense, typiquement féminin. Et je crois que au-delà de faire les choses à notre façon, comme tu le disais, Mariana, je crois que ce qui est en train d'évoluer et ce que moi je me suis autorisée à titre personnel, alors que j'étais l'archétype de la bonne élève, mais vraiment, enfin, c'est-à-dire j'étais la nerd de la bonne élève, c'est-à-dire que si j'avais un 19, c'était un échec pour moi. J'ai tout fait comme il fallait, tout, jusqu'à me rendre compte que ça ne me rendait pas heureuse. Et en fait, je me suis autorisée à titre personnel à être une mauvaise élève. Et ça, je pense qu'on n'apprend pas aux filles. On apprend aux filles à suivre les codes. On apprend aux filles à être des bonnes élèves et en même temps à être bienveillantes et à faire attention aux autres et à ne pas heurter les autres. Et ça, je pense que c'est une injonction contradictoire qui, au bout d'un moment, rend folle. Voilà. Et pas aux garçons. Je pense que les garçons, on leur apprend pas à suivre les rails, pas pareil. Moi, je trouve que les garçons, ils sont beaucoup plus. Ceux que je fréquente le sont. Je trouve que les garçons, ils sont plus encouragés à prendre des risques. D'accord, les écoute, garçons, moi je suis pas d'accord. Nous, hein. Ok, je suis pas d'accord. Clairement pas. Non, dans l'éducation. L'éducation, c'est clairement pas la même chose, quoi. Juste peut-être parce que Marina, tu parlais de douceur ou d'autres façons peut-être de manager. Enfin, ça me faisait quand on avait ce sujet-là, et c'est une femme, un auteur ou une philosophe que je trouve qui est très intéressante sur tous ces sujets. C'est Anne Dufour-Mantel, qui est psychanalyste et philosophe, et elle a parlé de la puissance de la douceur. Et puis elle citait, c'est pas elle seulement qui l'a dit, mais quand elle citait Marc Aurèle, enfin en introduction, où elle dit la douceur est invincible. Elle parle d'une douceur qui n'est pas une douceur, c'est molle ou juste d'accueil et de s'effacer, de ne plus exister, mais au contraire une douceur qui donne de la force, qui est une arme redoutable, si on peut dire, et qui transforme en fait finalement les relations de pouvoir. Et on a sûrement beaucoup à apprendre d'elle. Mais vous êtes vraiment convaincu de cette douceur dans le management féminin, de cette douceur, de cette sensibilité particulière? Pas du tout. Elle n'est pas exprimée, mais elle peut être personnellement, je ne suis pas douce du tout. Et pourtant, je suis une fille. Alors, ça dépend ce qu'on met derrière douceur en même temps. Moi, ce qui m'embête aussi un peu, c'est toutes les filles sont pas comme ça. Et tous les garçons sont pas tout comme. Enfin, et finalement,
tant mieux si les représentations féminines et les représentations du travail au féminin changent. Mais parfois on le devient parce qu'on est entouré par un certain style et on se dit c'est comme ça que je vais devenir, je vais monter les échelons. C'est ça ce que je voulais dire, c'est qu'on n'est pas toutes douces. Au contraire, on peut être beaucoup plus agressive même. Mais on a associé la douceur à la féminité, ce qui est idiot, puisque la douceur c'est une qualité individuelle. Il y a un truc aussi, je pense, qui est important dans le mot entreprendre, c'est que moi, si on parle de burn-out par exemple, je trouve que c'est très très compliqué d'entreprendre quand on est dans une phase de burn-out et d'épuisement et de manque d'énergie. Et ça, on se met cette pression de je viens de quitter mon job ou je suis en arrêt maladie, qu'est-ce que je veux faire? Je pense que c'est très important. Il faut pas le faire juste après. Et je pense que c'est très important de s'accorder aussi ce moment de reconstruction, je me charge d'énergie différemment, je passe le temps différemment, mais c'est très important aussi de se dire je ne peux pas donner, parce que être entrepreneur, c'est dire donner beaucoup d'énergie quand je suis en phase de reconstruction et que je ne sais pas encore qui je suis. Mais il y a très peu de gens qui se lancent à ce moment-là parce que c'est une période qui est tellement difficile, ou alors ils se lancent mais c'est une toile filante quoi, ça retombe tout de suite parce que c'est pas possible. En tout cas chez Switch on le voit, il y a des gens qui essayent de repartir très très vite dans une dynamique qui viennent de se prendre un mur monumental et qui essayent parce qu'ils ont envie d'avancer et qu'ils acceptent assez peu l'échec ou que c'est difficile, et en fait assez rapidement ça retombe parce qu'ils ont pas l'énergie, et en fait on peut juste pas, quand on est vidé, repartir et redonner, donc en général ils retombent et là ça fait encore plus mal, et là ils se posent. C'est très culpabilisant, voilà. Enfin, l'échec est culpabilisant, c'est ça qui est un terrible. petit peu en train de changer, mais oui, mais alors il y a quand même du boulot hein. Oui, c'est ça, il y a du boulot, ouais. Ce que j'ai pu observer au fil des témoignages de gens que j'ai interviewés, j'ai pu voir que suite à un burn-out ou à une dépression, enfin quel que soit le mot qu'on emploie, en tout cas une espèce de manque de motivation qui est suivi d'une grande fatigue, il y a tout un processus que vous avez tout évoqué qui consiste déjà à apprendre à dire non. Et donc j'entends souvent ces femmes qui me disent voilà, j'ai dit non pour la première fois de ma vie, puis je ne sais pas, parce que souvent après une chute comme ça s'ensuit une période blanche, ce que j'appelle blanche, qui est cette période où on ne sait pas où on va, où il se passe rien. On aimerait avoir la grande illumination, se dire ça y est, j'ai trouvé Eureka, mais il se passe rien, donc on est là, on reste couché, on mange des céréales devant la télé, on se dit ah mon Dieu, et a priori ça travaille, c'est à ce moment-là que ça travaille. Donc il y a le non, il y a le je ne sais pas, et j'ai l'impression que le temps aussi, le temps, s'autoriser le temps. Aujourd'hui, c'est quand même c'est le luxe ultime quoi, avoir le temps et s'autoriser le temps de ne rien faire et de ne penser à rien aussi. Ce qui est un luxe. De faire le vide, de vidanger son esprit complètement. Pardon, je squatte le micro, mais je veux bien répondre là-dessus parce que c'est le sujet qui m'anime le plus au monde. Vraiment ce que tu viens de dire. Mon podcast, c'est exactement sa raison d'être. Donc je m'intéresse à des parcours de vie de personnes engagées, et ma question de départ, c'est qu'est-ce qui crée l'engagement? Ça naît d'où? C'est marrant parce que ton parcours, c'est exactement ça. Je m'aperçois, comme toi, qu'en fait, dans les parcours de vie de personnes que j'interviewe, il y a toujours un choc. Toi aussi d'ailleurs, ton parcours de vie, pardon, j'y repense. Il y a toujours un choc avant l'action, que ce soit la perte d'un proche, une maladie, une rupture, un truc grave, un burn-out, etc. Et la vie, effectivement, enfin le choc fait que derrière on est à plat, sur arrêt. Cette période-là, c'est une jachère fertile, c'est un terrain fertile sur lequel, sur le moment, c'est évidemment l'enfer, hein, on va pas bien du tout. Mais en fait, c'est là que va venir pousser des choses. On se rend pas du tout compte sur le moment, là, pour la plupart des gens. Et en fait, derrière, il y a quand ça va un peu mieux, quand ça commence à aller mieux, il y a un élan de vie, il y a un élan un besoin d'agir qui se fait ressentir. On peut plus vivre comme avant, c'est terminé. De toute façon, terminé, on vivra plus comme avant. Il y a plein de prises de conscience qui émergent à ce moment-là. Et là, d'un coup, les gens ont besoin d'agir. Et là, il se passe des choses merveilleuses. Mais sur le moment, ce qui est très dur, c'est qu'en fait, on ne voit pas le bout du tunnel. On a l'impression qu'on va crever. Mais en fait, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de montrer que de choses terribles, du tragique peut naître le magnifique. Là, on parle du burn-out spécifiquement, mais est-ce que vous avez toutes senti ces états-là ?
On peut moi non pas, je dirais pas comme ça. Et même autour, il y a des gens qui sont en souffrance sans aller jusqu'au burn-out, parce que c'est une. Oui, peut-être, mais même on peut avoir une forme de, parce que tu l'as dit, de fatigue et de manque de motivation. On se dit c'est rien, je sais pas, c'est l'hiver, c'est on se remet pas forcément. Il faut savoir écouter, il faut savoir vraiment écouter tous les petits signaux, parce que parfois c'est pas forcément le gros truc burn-out où on peut plus rien faire et on continue à fonctionner. Enfin, je sais plus qui l'avait dit aussi, comme de manière un peu en pilote automatique. Et ça, déjà, c'est un signe. Alors, souvent, c'est vrai que le temps, laisser le temps faire son œuvre, mais être réceptif et se réécouter à l'intérieur, et peut-être s'ouvrir en même temps, c'est pas facile, sur d'autres choses, pour prendre le temps d'être à nouveau pluriel, parce que ça, c'est se voler un peu de temps aussi. Ça permet d'avancer, peut-être sans avoir un arrêt brusque pour un rebond très spectaculaire. Parfois, il y a des formes de changement qui sont peut-être moins spectaculaires, mais qui sont des transformations profondes, mais qui vont prendre d'autres formes, et puis plus de temps peut-être. Et peut-être que l'idée, ce serait aussi de ne pas aller jusqu'à cette prise de conscience énorme, mais de trouver et anticiper, peut-être de se reformer ou de trouver un nouveau projet, ou d'être plusieurs métiers en même temps, de respecter ça des formes multiples. Moi, c'était même l'inverse. C'est-à-dire que moi, à un moment, quand j'ai voulu quitter cette grande entreprise pour laquelle je travaillais, je venais d'être promue. Et j'annonçais que j'allais partir. Et moi, j'étais en position de confiance. J'avais une équipe vraiment formidable qui m'a donné la confiance de croire en moi. Et pour moi, c'était ça aussi. C'était le quotidien qui me convenait pas, mais c'était une sensation d'être en confiance qui m'a poussée à entreprendre. Donc, ça peut être aussi positif. Ça peut être aussi la sensation de cet entourage peut-être me convient pas parce que c'est pas mon rythme, c'est pas ma façon de faire, mais je suis en position de confiance, donc j'entreprends et j'ai le courage de prendre ce choix. Donc ça peut être aussi positif que juste la crise existentielle. Et dans les chocs positifs aussi, la maternité, c'est un bon exemple de retournement. Je suis désolée de dire ça, c'est tellement cliché, mais c'est un peu vrai, c'est-à-dire que ça remet pas mal de choses en perspective, c'est vrai, et notamment et puis il y a des choses qui deviennent incompatibles, c'est-à-dire que travailler, et c'est le cas dans des grandes entreprises, travailler jusqu'à 8h, 8h30, 9h quand un enfant se couche à 8h30, il y a un moment ça devient pas compatible. Donc il y a aussi tout même une organisation de vie à repenser qui est plus forcément compatible avec les modèles précédents qu'on avait et qui du coup par effet boule de neige fait aussi changer un peu les choses. C'est intéressant ce que tu dis donc effectivement sur le fonctionnement interne de l'entreprise et ces grandes entreprises qui capitalisent sur les 20-30 ans et qui sont prêts à donner leur corps, leur âme, leur sommeil et leur mère et voilà, à se dévouer complètement. Est-ce qu'il y a un problème comme ça intrinsèque à l'entreprise en France à votre avis, ou en France peut-être ailleurs mais pour le coup sur les horaires, juste sur la question très spécifique des horaires, je sais que par exemple dans les pays nordiques c'est très mal vu de quitter le boulot tard pour une raison très simple. Alors pour le fait d'être parent, on passe pour un mauvais parent. Alors après, moi je suis complètement contre la culpabilisation, mais c'est un autre sujet. Il y a aussi les hommes, absolument. Mais c'est pas que il y a pas que ça. C'est aussi qu'en fait on se dit que les gens se disent qu'on n'est pas capable de faire son boulot dans le temps imparti si on reste trop tard. C'est complètement l'inverse en France. Donc le présentiel là-bas c'est niet. Bon après il commence plus tôt aussi, faut relativiser. Non mais il y a beaucoup de choses à apprendre des pays du Nord, de la Suède, l'Islande, tant en termes de progrès social, parce qu'ils ont même des entreprises qui sont plus indexées que sur les produits boursiers, mais bien plus sur les indices de progrès sociaux. Donc ça, on l'avait en France il y a 30 ans, mais on l'a complètement oublié. On s'est dit que ça marcherait pas. En fait, je pense qu'il faudrait peut-être revenir. C'est très intéressant quand vous parliez tout à l'heure de douceur féminin-masculin. Je reprends là-dessus parce qu'en fait, c'est très lié à se connecter à soi, s'écouter. Et il est urgent que la société ait confiance à part égale entre les hommes et les femmes. Et c'est très lié parce que en fait les femmes ont confiance en elles, sauf que la société ne leur permet pas, n'a pas confiance en elles, donc ne leur permet pas de dépasser et de faire de cette confiance un terreau fertile pour entreprendre, pour appréhender la vie, etc. Il y a quand même un vrai problème de légitimité chez les femmes qui est beaucoup plus fort chez les femmes et chez les femmes plutôt éduquées, etc.,
que chez les hommes. Ouais, mais c'est parce que la société a érigé la confiance, la performance du côté du masculin, et donc les femmes s'auto-censurent. 28% des femmes s'auto-censurent en France quand il s'agit d'entreprendre parce qu'elles vont mettre en péril leur couple et leur foyer. Et donc, et ces pays du Nord ont quand même des certificats d'égalité obligatoires, ont quand même l'égalité salariale hyper en avant. Et donc, du coup, il est aussi question que les femmes réentrevoient dans leur couple et dans leur vie de famille une potentialité d'équilibre nouveau. Et les hommes ont tout à gagner à cela. Sans parler des inégalités de salaire en France qui constituent quand même un déclencheur de paupérisation extrême. On a encore 15,2% en France. Et si tous les salaires des femmes étaient remis à niveau de ceux des hommes, il y aurait 62 milliards d'économies en plus pour l'État. Merci Christelle. Donc là, on est sur tout le mécanisme du changement. On a un petit peu abordé voilà, comment est-ce que ça pourrait être mieux, mais ça c'est un point, enfin que ça pourrait être mieux au niveau des entreprises, au niveau de la société, mais c'est un point qui est tellement large et qu'on va peut-être pas trop s'y pencher. On a qu'une heure après, voilà. J'ai une question qui est plus sur l'action. Une fois qu'on s'est dit tiens, je veux me lancer, voilà, pour les gens qui peuvent nous écouter, ou comment faire? Non, mais bien s'entourer. Ouais. Ouais, parce qu'on se sent seul souvent. Enfin, c'est bien d'être avec d'autres gens qui se sont lancés, même si c'est des terrains différents, juste pour échanger, parce que moi, de tous les gens qui ont entrepris avec qui j'ai pu discuter, il y a toujours un truc qui revient, c'est il y a des matins où t'es genre le meilleur et ce que tu fais, c'est incroyable, et des jours où t'es la dernière des merdes et que tu vas jamais t'en sortir et que tu vas finir tout seul dans ton coin. Donc c'est toujours cool de confronter ce point de vue, parce qu'on se rend compte que tout le monde en passe par là avec vraiment des moments et qui sont parfois basés sur rien du tout, même pas sur qui sont juste une perception personnelle des choses. Et du coup, d'échanger avec d'autres, tu dis bon, ça va, je suis pas seule, lui il s'en est sorti, donc potentiellement je devrais m'en sortir aussi, quoi. Et d'être pas seule, ça aide beaucoup, quoi. Mais surtout, en l'occurrence, je trouve que là, pour l'exemple des entrepreneurs, il y a un côté très bienveillant et beaucoup de solidarité entre entrepreneurs, hommes et femmes. Très important de le rappeler. Et je pense que c'est pour ça que c'est un peu une bulle. C'est pour ça qu'il faut pas que mettre en avant les entrepreneurs, mais c'est une des grandes qualités chez nous. C'est cette solidarité, cette bienveillance. Et je pense qu'il faut la calquer aussi sur les modèles d'entreprise. Et je suis conférencière et j'interviens dans beaucoup d'entreprises. Je dirais pas comme ça, mais je vous jure que je le fais. Généralement, je sais plus tard. Et c'est vraiment ce qui ressort le plus, c'est ce truc de dire ensemble plus fort, ensemble on peut vraiment s'entraider, et l'entrepreneuriat permet ça. Parce qu'en fait, on passe tellement tous par les mêmes galères, par les mêmes réalités, que c'est aussi une leçon d'humilité. Il y a deux choses dans la vie qui ont pour moi été des grandes leçons d'humilité, c'est l'hôpital et l'entrepreneuriat. Ça apprend beaucoup de choses. Toi aussi, Charlotte, t'as senti ces hauts, ces bas, ces espèces de montées hormonales moi, j'ai eu une catalepsie, l'effondrement après l'effort, parce que j'ai eu donc un cancer, et moi je me suis effondrée quand on m'a dit que j'allais bien. Oui. Donc parce que j'attendais tellement d'aller bien que le jour où j'allais bien, il fallait que je réécrive toute ma vie, et c'est vrai que je savais pas trop par quel bout tout prendre, et j'ai vraiment ressenti cet effet cataleptique, mais qu'on peut ressentir quelle que soit l'épreuve de vie ou de burn-out ou de deuil ou n'importe quoi. Mais j'ai vraiment eu ce truc. Après, c'est l'entourage, moi, qui m'a beaucoup aidée, et le fait d'avoir été malade et d'avoir des craintes différentes sur mes remises en question sur la vie en général m'ont permis de gagner beaucoup de temps. Donc peut-être que j'ai fait un cheminement plus rapide que quelqu'un qui commence juste à paniquer. Moi, je savais quel était le secours essentiel pour m'en sortir. Moi, j'aurais une question par rapport à Switch Collective. Est-ce qu'on a vu une recrudescence des participants à Switch Collective, donc sur la question de la reconversion, etc., après les attentats? Switch date de début 2016. Donc on n'a pas de... Ouais. Donc non, là je peux pas inventer un truc là. Mais en revanche, rien à voir, mais quand même important, sur les femmes qui se questionnent plus que les hommes, je sais pas, mais j'aime à le croire. En tout cas, quand je vois les chiffres chez Switch, clairement, on a des promos, comme je vous le disais, je commence à le savoir, de 40 personnes. On a rarement plus de 10 mecs dans une promo. D'accord. Très rarement. C'est très féminin. C'est entre 3 et 10 mecs. Parce qu'ils osent pas, tu penses peut-être qu'ils ont peur aussi d'être jugés. Ils sont encore dans des super jobs.
Non, je pense qu'il y a aussi une peur vachement d'être jugé chez l'homme. Moi, j'en parle beaucoup. J'ai beaucoup de copains entrepreneurs et tout. Il y a vraiment ce truc chez l'homme, c'est beaucoup moins difficile. C'est beaucoup plus difficile d'assumer. Tu vois, de te remettre en question, parce que après t'as le regard de tes potes, t'as le regard de l'autre. Oui, ou je pense qu'il y a peut-être, alors sans vouloir rentrer dans les stéréotypes clichés, mais peut-être que les mecs sont un peu plus fiers et considèrent qu'ils n'ont pas besoin d'aide dans leur quête, reconversion, peu importe. Et à l'inverse, le programme est assez tourné développement perso. Il y a toute une grosse partie introspection, réapprendre à se connaître, etc. via des tests de psycho et autres, et donc ça attire quand même vachement un public féminin, quoi, questionnement. Et je suis d'accord, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure sur la maternité, c'est peut-être un cliché, mais c'est un cliché qui du coup est vraiment justifié. C'est incroyable le nombre de femmes qui viennent enceintes ou qui viennent d'accoucher ou enceintes du deuxième, pendant cette période-là. Je pense tout simplement parce que pour la première fois, on se pose la question, en tout cas, on se pose clairement à ce moment-là la question de quel monde je veux laisser à mes enfants et quel rôle modèle je veux être pour eux. On a du temps pour réfléchir. Et on a du temps, et donc voilà, complètement. D'accord. Amélie, tu voulais ajouter Ouais, moi, c'est plus pour répondre à ta question initiale qui était qu'est-ce qu'il faut faire quand on se lance, moi, j'étais extrêmement surprise de quitter un monde de l'entreprise qui était assez politisé, policé, il y avait des choses, des sas à traverser, c'était assez écrit. Et je pensais qu'en sautant dans l'entrepreneuriat, ça allait être de tous les possibles. Effectivement, chaque parcours était très très unique et différent. Et en fait, ça rejoint ce que vous disiez, on traverse tous les mêmes étapes. C'est quand même un parcours aussi à nouveau où on peut retrouver une zone de confort parce que il y a une to-do, il faut la respecter, faut s'inspirer d'autres entrepreneurs qui vont nous dire ce qu'il faut faire. C'est extrêmement important effectivement de rejoindre un réseau d'entrepreneurs parce que c'est la clé pour effectivement se sentir bien et aussi rester très très connecté aux autres qui sont pas entrepreneurs. Et nous on s'est rendu compte à quel point c'est une histoire qu'on dit souvent à Caroline, mais on a tendance à paniquer très très vite. Oh là là, expert comptable, mais comment on fait ça, du droit, tout ce qu'on connaît pas, et se raccrocher à ces gens-là autour de nous qui sont bienveillants, qui surveillent la création qu'on est en train de faire, et en fait ils sont tout à fait disposés à aider, et se raccrocher à toutes ces bouées-là, ça aide beaucoup à avancer. Donc le réseau d'entrepreneurs et aussi tous les gens qui gravitent autour, qui sont d'une bienveillance extrême, je trouve. Moi, je voulais rajouter quelque chose parce que je pense qu'il y a aussi des étapes quand on est entrepreneur. C'est la phase quand on est super excité, on a trouvé l'idée et on se dit on est le roi du monde, c'est sûr que ça va marcher. Et moi, en fait, j'ai eu une situation particulière parce que quand j'ai annoncé que j'allais partir, on s'est mis d'accord que j'allais rester encore 6 mois pour mettre sur les rails un nouveau projet qui était très excitant aussi pour moi, donc ça m'arrangeait. Et ces 6 mois pour moi étaient très importants pour me dire et ça sera quoi mon quotidien après. Une fois que l'enthousiasme de ça y est, je vais être une entrepreneuse, quand c'est passé, je me suis rendu compte que la plus grande angoisse que j'avais, c'était ça sera quoi mon quotidien. Parce que mon quotidien, il est très formaté, j'ai plein de rendez-vous, de 9h à 20h, je sais ce que je veux faire. Le dimanche soir, je me pose pas la question, mon lundi, ça va être quoi? Enfin, je sais ce que ça va être. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point j'ai cherché un programme d'accompagnement ou un nouveau, soit un incubateur qui va m'organiser un peu la journée quand je serai dans les moments où je serai bloquée. Et c'est comme ça que moi, je suis allée à l'IFM, qui s'appelait Start avant et maintenant entrepreneur, donc un programme pour 10 personnes, donc très sur mesure, donc on était 10 dans le même cas de figure, à commencer un nouveau projet et à se réinventer un peu nos vies avec des backgrounds très très différents. Et je trouvais que avoir un quotidien, en fait, une raison pourquoi je reste pas en pyjama toute la journée devant mon ordi, était très important pour garder la pêche et se dire ok, si je bloque, c'est la période plus difficile, et j'ai quelqu'un vers qui je peux me tourner pour poser des questions. Et je pense que c'est important justement de ne pas se lancer dans son salon avec son ordi, voilà. Ok, donc vous êtes bien accompagné. Est-ce que vous avez eu affaire à des réactions un peu surprenantes, j'ai envie d'un peu de croustille là, des réactions, des murs contre lesquels vous cognez régulièrement, des choses que vous entendez en tant que femme, avec des parcours un peu singuliers? Voilà. Moi, je pense à quelque chose qu'on nous dit tout le temps. Voilà, on se lance, on est 2 très bonnes amies, on monte notre boîte, en plus on veut la faire à 50-50, et tous les mecs, vraiment, nous disent mais vous êtes folle, ça va être la fin de votre amitié, si vous vous engueulez, est-ce que vous avez fait ceci, cela?
comme si, et c'est drôle parce que ce sont jamais des femmes qui nous disent ça, pour le coup. Comme si le fait de se lancer à 2 filles, avec une volonté d'égalité, de se dire on se fait confiance, on va le faire ensemble, on met les clauses, on n'est pas naïve, bien sûr qu'on s'entoure. Enfin, il y a un avocat qui a fait un pacte d'associés, tout ça, mais en tout cas cette espèce d'élan de tout va bien se passer, il est tout le temps cassé par étonnamment, et je veux vraiment pas faire de man watching là-dessus, mais que des mecs, et ce sont jamais des filles qui nous le disent, et on se retrouve à justifier cette volonté de se dire qu'on est des femmes et qu'on peut, dans cette bienveillance, dans cette douceur, créer une autre façon de travailler sans être en compétition et sans penser qu'on va se marcher l'une sur l'autre. Donc ça m'étonne à chaque fois, ces réactions un peu, je trouve, très, très dépassées, en fait. Non, moi, j'ai pas confronté moi-même pour la création, mais ce que j'entends, c'est que parfois il y a des personnes, des femmes, ça peut être des hommes aussi d'ailleurs, c'est pas le genre, mais qui sont finalement pas forcément dans des situations de changement parce qu'ils vivent quelque chose de difficile, mais et tu l'as dit Mariana, qui sont bien à la limite dans leur poste. Et effectivement, l'effet, le piège du métier waouh fait que même si tu le dis, tout le monde dit ouais super, et si tu dis que tu n'es mal, on te culpabilise parce que finalement comment tu te plains, c'est difficile, t'as un super job, tout le monde le voudrait dans un truc super, et ça te piège déjà, t'oses pas le dire, ou alors vraiment tu te dis mais je suis vraiment une ingrate quoi, parce que je crache dans la soupe alors que c'est super. Et ça, je pense que c'est vraiment aussi un frein, enfin finalement un piège sur lequel il faut pouvoir travailler, et peut-être par des réseaux, des soutiens qui donnent le courage aussi de dire ok, c'est bien, mais non, c'est pas pour moi. Et c'est peut-être encore plus difficile, je dirais, que quand finalement on est confronté à une situation, intérieure ou extérieure, mais qui bloque un deuil, une maladie ou autre, où on est poussé, on a ce rebond, cette énergie vitale qu'on a ou qu'on n'a pas. Mais merci. Vous voulez du croustillant? Ouais. Du sale, si c'est possible un peu sale. Non, mais peut-être que du coup je les cumule. Mais c'est vrai que activiste, féministe, chef d'entreprise et publicitaire, c'était un combo gagnant. Du coup, c'est un problème pour les mecs, c'est un problème pour la famille. C'est voilà. Mon père, au démarrage, moi j'ai donc quitté un gros job chez Publicis. Je devais être super heureuse, c'était le Wow Effect. Et en fait, j'avais perdu 8 kilos et j'en pouvais plus. J'ai repris. Et donc j'ai dit à mon père, je quitte, j'arrête. Et donc là, t'es une grande malade. Tu vas t'arrêter quand de vouloir penser par toi-même, changer, t'es jamais content, tu te rends compte, tu devrais être heureuse, parce que lui, de son point de vue, évidemment, on restait dans une entreprise longtemps, et puis quand une femme arrive à des postes de direction, on ferme sa gueule. Donc, premier, c'est le père. Donc ça déconstruit très vite des rapports, ça permet de se rassembler, ça permet de retrouver sa mère, ça permet de retrouver ses frères et sœurs, tout ça c'est très bien. Et puis ensuite vient la terre jachère, où là on se demande ce qu'on fait, on est inspiré, il y a des rôles modèles et on va passer à l'action. On a très peur, puis on passe à l'action et le père redit à ce moment-là, tu crois que t'es capable de monter une entreprise? Donc voilà, toutes les croyances sont là, mais comment tu vas faire? Regarde le système est normé, etc. Et en fait, on arrête de parler au père et clairement, on va vers d'autres entrepreneurs et des entrepreneurs et on s'autorise cet espace créatif-là, on se lance. Et pendant quelques années, mon père m'a dit, ne dis surtout pas que t'es féministe. J'ai dit ouais, parce que là, tu vas vraiment, c'est le deuxième effet qui se coule. Là, tu vas jamais y arriver. Donc je lui ai dit, écoute, je lui ai dit, en fait, je vais faire mieux que le dire, je vais l'annoncer et toute la presse va être au courant. Il me dit, tu ne viens jamais m'en parler. Voilà. Et donc là, ça a fait 6 ans. Maintenant, il y a un actionnaire dans la boîte et maintenant il dit, il comprend pas. Vraiment, mais il comprend pas. Donc il dit, il comprend pas que ça marche. Il dit, je sais pas comment t'as fait. Que ça marche. Ça marche. Il a aussi embrigadé ses frères, ses sœurs, etc. pour dire, bon, elle a monté sa boîte, c'est vachement bien, sans dire que c'est une boîte féministe. Elle a monté sa boîte et tout. Donc tout le monde après a aussi le regard. Ah, ça cartonne, elle a monté sa boîte, donc elle est chef d'entreprise, donc elle gagne de l'argent.
Or, on sait très bien pour gagner de l'argent, c'est long, que ton banquier est très sympa et que tu es obligé de mettre un système économique en place sur ton salaire, sur tout ça. Et donc, il y avait aussi l'image de la Russie. Non, en fait, la réussite, on sait pas si ça arrive. Et donc, c'est très, très long. Donc, il y a eu ce côté de ce deuxième effet sur mon père. Et c'est pas pour tuer le père. Mais aujourd'hui, il y a le troisième, c'est, tu as 37 ans au mois de janvier. Tu fais quoi de ta vie? Donc, en fait, ça n'ira jamais. Donc faut vraiment penser par soi-même. On y a des amis autour de nous qui sont des ressources incroyables. Il y a des parcours d'autres femmes qui sont des ressources. Et ça c'est le terreau fertile derrière la page blanche parce que on passe du lancement à l'accompagnement par les autres. Et après on est en capacité de transmettre nous-mêmes et de choisir des personnes qu'on recrute qui ont ces failles. Ça c'est canon. Amour de la faille. Amour de la faille. Ouais. Ouais, il y a rien de plus beau que la singularité, les failles, la vulnérabilité, la douceur, mettons les mots qu'on veut, mais ce qui fait qu'à un moment donné, on va se regarder, on va dire OK, là, c'est la merde. On y va. Ouais, attends, laisse-moi 3 heures. et on repart ensemble. Ouais, ça c'est beau. Ça on l'entend tout le temps chez Switch. Ah non, mais c'est hallucinant à quel point ça fait peur à l'entourage. T'es un grand malade, tu vas pas quitter un CDI, payer X euros par mois, mais t'es complètement jeté, mais qui fait ça? T'as une voiture de fonction. Qui dit non à une voiture de fonction? T'es complètement malade, tu vois, genre. Et c'est hallucinant parce qu'en fait, au début, ça dérange tout le monde, mais ce qui est marrant, c'est qu'on a eu beaucoup de témoignages de femmes qui nous racontent que ça dérange même leurs enfants, qui sont ados, et qui disent, mais maman, t'es folle, t'as fumé la moquette, et nous, on va vivre comment? Et on va bouffer des pâtes. Non, mais c'est hallucinant. Enfin, ça soulève énormément de peur, et ce qui est drôle, c'est que quelques promos après, on a le mari, on a la sœur, on a le je sais pas qui, et en fait c'est souvent des pionniers qui ouvrent la voie, qui dérangent tout le monde, et après ça ouvre la voie et les autres arrivent, quoi. Fiona, tu voulais, non? Ah mais moi oui, mais là il faudrait que j'ai 2 heures là pour raconter. Non, parce que le truc c'est que quand on dit qu'on veut écrire des livres et qu'on est féministe et activiste, c'est un peu comme si vous étiez responsable du trou dans la couche d'ozone. Vous voyez, c'est vraiment. Enfin, c'est-à-dire que c'est très violent pour l'entourage. C'est-à-dire que là, on perd beaucoup d'amis. Puis alors, il y a le double truc de c'est précaire et c'est chiant. C'est précaire et c'est chiant, et en plus tu vas contaminer tout le monde. Donc c'est vraiment on a l'impression d'être le nuage de Tchernobyl un peu. Donc c'est très très violent. Et c'est la raison pour laquelle pendant très longtemps je me suis interdit. Parce que moi, je voulais faire du féminisme drôle en plus. Non, mais alors vraiment, là, en plus, une féministe à humour. Donc, moi, je les ai tous coachés, hein, tous. J'en ai pas oublié un. Et pour moi, effectivement, et on me disait non, mais le féminisme, c'est un truc, déjà c'est chiant, mais en plus, alors il faut que tu fasses correctement, quoi. Il faut que tu le fasses correctement. Il y a des cases à cocher. Il faut avoir tout lu, etc. Moi, je dis mais c'est un peu problématique parce que Simone de Beauvoir, ça me tombe un peu sur les pieds. Comment je vais faire? Bon, et je me disais que il y avait quand même un truc à faire. Mais j'ai mis 3 ans. J'ai mis 3 ans à me dire non, mais tu as le droit de faire, de porter la parole que tu veux, comme tu veux, en fait. Et il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de chemin parfait. Et puis au pire, puisqu'il n'y a pas de chemin parfait, trace ton chemin. Et c'est pas parce que tu es une fille que tu n'as pas le droit d'explorer, en fait. Voilà. Mais ça a été très très compliqué parce que le nombre mais c'est Sisyphe, quoi. Sisyphette. Tous les jours, il faut y aller tous les jours. La pierre te retombe sur la gueule et au bout d'un moment, c'est fatigant. Mais ça vaut le coup. Voilà. Merci. Vas-y. Moi, je me souviens d'un mot que j'ai découvert vraiment à Paris. Au début, ça me dérangeait pas tellement, et après, de plus en plus, c'était le mot petit. Le matin, on prend un petit café, on fait les choses petites, mon petit projet. Et en fait, ces mots m'agacent en ces moments parce que quand on est une femme et on dit aux hommes qu'on va entreprendre, ils vont dire « C'est quoi ton petit projet ? C'est quoi ta petite entreprise ? Alors, tu vas vivre à côté de ton mari et tu vas faire ton petit truc à côté, d'accord, je comprends. » Et moi, quand j'ai annoncé justement à tout mon management que j'allais partir, c'était en mode « Ah, t'as 30 ans, du coup, tu veux être maman, du coup, voilà, mais tu vas regretter un jour, t'es ambitieuse quand même. »
tous ces produits mondiaux que tu as pu lancer, bah ça va comment tu vas faire? Et donc c'était tellement vu comme une petite chose que j'avais envie de faire à côté que ça m'agaçait. Et aussi le côté non, j'ai pas fait une levée de fonds d'1 million au début. Je préférais m'autofinancer et faire les choses peut-être plus lentement, mais de façon plus posée, réfléchie. Et aussi les idées, on les trouve sur le chemin, en observant les choses, on s'adapte. Et en fait, j'avais marre d'être celle qui a son petit truc. Enfin, non, c'est une entreprise. C'est hyper juste et c'est chouette de le raconter ainsi. En fait, du côté des hommes, tout est plus grand. Ils ont un énorme découvert, la situation est incontrôlable, mais j'ai une énorme caisse, je me tiens comme ça, voilà. Voilà. Et les filles, putain, elle est hyper jolie, ta robe, c'est quoi? C'est une petite chose. Bon, là, j'ai un petit souci, je peux pas t'en parler. Tout ça. Et du coup, quand on va dans un rendez-vous en banque ou pour faire une levée de fonds ou pas une levée de fonds ou gérer un bon découvert, faut qu'on apprenne juste à se tenir droite en disant, bon, j'ai un énorme souci. J'ai un énorme problème, je sais pas comment le résoudre. Parce que si on dit, je crois que j'ai reçu un petit mail avec un petit problème. Et du coup, tous les petits, et ça fait plein de petits trucs qui sont là, qu'on traîne comme ça, alors que, bon, il y a un vrai souci, on en parle. Et là, ça change. C'est une question de posture. Body language, s'autoriser à voir aussi grand, gros. Et ça, on a tout à gagner à en parler comme ça, à prendre une voix forte. Faut se faire coacher. Au niveau du temps, on a un peu dépassé. Donc si ça vous va, sauf si vous avez, l'une d'entre vous a quelque chose à rajouter qui lui semble très très important. En fait, les femmes veulent plein de choses, mais on n'entend pas les vouloirs des femmes comme des possibilités de pouvoir. Tu parles de désir? Ouais, de désir, de vouloir. On veut construire, on veut donner, on veut faire, on veut fabriquer, on veut lancer, on veut se relancer. On veut, mais le jour où on entendra ça comme une source de pouvoir au féminin, on en prendra pleinement conscience. C'est intéressant là, effectivement la question du désir et de reconnecter aussi avec son désir qui est enfoui sous des tonnes et des couches de choses. Transformer son désir en pouvoir. Transformer, mais déjà sortir son désir. Le connaître et l'exprimer. Déjà le connaître. Moi, je fais un petit exercice en ce moment. Je transforme le j'ai besoin en j'ai envie quand c'est possible. Et on se rend compte qu'on utilise souvent, très très souvent, le mot besoin, alors que c'est pas un besoin, c'est une envie. Et c'est vrai que les désirs des femmes sont peut-être un peu enfouis. Des femmes, peut-être des hommes, j'ai peut-être une énorme bêtise. Je pense qu'au-delà des femmes, il y a aussi la question de c'est une époque qui change et que finalement, c'est comment moi, je suis très positive. J'ai toujours tendance à penser que ça va aller mieux, sans doute de façon un peu naïve. Mais du coup, il y a aussi les changements dans les entreprises, des gens qui arrivent, qu'ils soient des hommes ou des femmes, qui deviennent les dirigeants, qui potentiellement vont pouvoir aussi faire bouger les choses, dire que l'époque, elle évolue et que plus il y a d'égalité dans la vie de façon générale, plus les gens qui dirigent les entreprises vont aussi aller vers plus d'égalité. Donc, en fait, au-delà même de la question des femmes, on est dans un changement structurant, d'époque, etc., qui touche les hommes et les femmes. Et du coup, en arrivant dans les entreprises, en faisant bouger les choses, que ce soit ceux qui avaient 20 ans et qui ont aujourd'hui 30 ans et la génération d'après qui arrive, ça va encore plus bouger. Donc potentiellement, on va quand même peut-être tendance à avoir des entreprises qui matchent de plus en plus avec les aspirations des gens, et parce que tout le monde n'a pas forcément volonté non plus d'être entrepreneur, donc il faut aussi que les gens arrivent à trouver à être heureux dans l'entreprise. Donc comment faire en sorte que chacun trouve sa place dans l'entreprise et soit heureux, et ça passe pas forcément par un baby-foot. Il y a d'autres façons d'être heureux en entreprise. Et du coup que chacun puisse trouver sa place aussi en étant entrepreneur ou pas. Merci beaucoup, merci à toutes. Voilà. C'était un podcast Les Déviations en partenariat avec Face to Face, réalisé par Opal Productions.